Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous et merci de regarder ce nouvel opus de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard. Et de manière exceptionnelle, je remplace Théophile Kouamouo à qui l'on souhaite un bon rétablissement. On ne présente plus Mourad Guichard, journaliste indépendant. Il pose un regard tranchant sur les grandes et petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique. N'hésitez pas à faire connaître cette chronique autour de vous, à partager le lien de la vidéo YouTube et à faire connaître ce nouveau rendez-vous du média. Salut Mourad. Salut, bonjour à toutes et à tous et bonjour à toi Nadia. Comme le veut la tradition, on commence par les tops et les flops, mais avant ça, un droit de suite. Oui, un droit de suite. Alors ça concerne la chronique de la semaine dernière. On parlait de Rachel Kahn et je tenais à préciser à nos téléspectateurs et aux internautes que nous enregistrons cette émission le mardi après-midi pour une diffusion à partir du mercredi. Et donc, quand j'ai parlé de Rachel Kahn la semaine dernière, elle n'avait pas encore tweeté ce fameux mot qui vient agrémenter un tweet de Julien Baloul. Alors qui est Julien Baloul? C'est un propagandiste de l'armée israélienne qui se fait maintenant passer pour un journaliste alors qu'en fait il a un parti pris très clair et ce parti pris c'est notamment de dire qu'il n'y a pas de génocide actuellement à Gaza et pour prouver cela il a posté une photo d'une plage qui serait à Gaza qui aurait été prise le jour même, ce à quoi Rachel Kahn a répondu: j'aime bien celui qui travaille son summer body en faisant des pompes summer body, c'est-à-dire son corps pour l'été, sous-entendu on s'amuse bien à Gaza. Elle a été d'ailleurs suite à ça, donc je l'aurais souligné si j'avais eu connaissance évidemment de ce tweet mardi dernier et c'est Rima Hassan qui l'a attaqué du coup en la traitant d'ordure et Rachel Kahn a donc annoncé qu'elle allait saisir Richard Malka, l'avocat du Printemps républicain, pour contre-attaquer et traîner évidemment Rima Hassan devant les tribunaux pour quelque chose qui me semble tout à fait correspondre au ton de son tweet ordurier. Et ce à quoi d'ailleurs Raphaël Enthoven a répondu: les islamistes n'ont pas d'humour mais ils ont de l'argent. Ouais, imaginons qu'on l'ait dit pour une autre communauté. Et c'est parti pour les tops. Le premier, méfiez-vous une fois de plus des sondages. Oui, alors on est en période électorale, on voit fleurir un certain nombre de sondages et chaque candidat produit son propre sondage ou chaque camp produit son propre sondage. Il y en a parfois des disparités assez importantes. Et justement, sur ce même plateau du Média, nous avions la chance de recevoir Julien Baldassara il n'y a pas si longtemps que ça. Il était face à Théo, que je salue, et il explique en quoi il faut vraiment prendre avec des pincettes les résultats affichés des sondages et la manière dont les sondages sont fabriqués. Je vous laisse le réécouter. Si on prend un exemple précis, celui d'un article paru 2 semaines avant le premier tour sur le site d'info public, donc France Info. On se rend compte qu'il y a un titre qui nous parle de la tendance haussière de Jean-Luc Mélenchon, mais qu'en réalité, France Info prend le parti de faire un chapeau dans lequel il fait intervenir un politologue qui dit que cette tendance à la hausse, sachant qu'à l'époque, il parlait de 14-15%, donc voilà, même avec cette tendance haussière, on était encore largement plus bas que le score réel. Mais en fait, il donnait la parole au politologue dans le chapeau directement pour dire que cette tendance allait s'arrêter et qu'en fait, ce 14-15% était probablement, très probablement, un plafond de verre pour Jean-Luc Mélenchon. Donc un maximum, une limite difficilement franchissable. Ce qui est problématique avec cet article, c'est que quand on regarde en détail le contenu du papier, on se rend compte qu'au final, il y a très peu d'arguments, sinon l'argument d'autorité est lié au titre universitaire de ce politologue, et que finalement, à ce moment-là, mais aussi plus tard, rien n'indiquait que 14 ou 15% pouvait être un plafond de verre pour le candidat de l'Union populaire. Quand un gamin pose des questions plus pertinentes que les journalistes. Oui, il se retrouve face caméra, il est devant Gabriel Attal, donc le Premier ministre, qui pensait avoir des questions un petit peu anodines. Et en fait, il va lui poser des questions plutôt gênantes qui vont obliger Attal à essayer de le recadrer sans le molester. Et c'est une scène assez rigolote. Je vous laisse regarder cet extrait. Bonjour. Bonjour. En fait, le chef du gouvernement. Comment? Vous êtes pas... Plutôt, mais oui. C'est pas le plus important. L'important, c'est de faire des choses qui vous plaisent. Vous en pensez quoi de Macron? Ah bah moi je travaille avec lui donc. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis ça? Non. Bon, en tout cas, ici tu vas apprendre plein de choses. Après les tops, les flops. Le premier,
Le service public fait la courte échelle au RN et ce n'est pas la première fois. Oui, c'est pas la première fois, mais là, c'est fait vraiment de manière assez grossière, puisque l'aspect politique, comme vous allez le voir, n'est pas du tout pris en compte. On parle de Bardella, donc la tête de liste du Rassemblement national pour les européennes, comme vraiment d'une rockstar. Et quand on parle de rockstar, on devrait arriver à une logique, à savoir que ses fans, ses électeurs potentiels l'apprécient pour son physique, pour sa prestance, pour toute une série de choses, mais on ne parle pas du tout du programme. Et c'est ce qu'aurait dû faire Télématin. Regardez la manière dont est traitée l'arrivée auprès de militants et auprès de sympathisants de Jordan Bardella. C'est saisissant. Un accueil très impressionnant. Des centaines de personnes et une Marseillaise à l'unisson. La déambulation vire à la cohue, une poignée de main, un sourire pour chacun. Il aura fallu plus d'1 heure aux candidats pour parcourir 200 mètres. Il y a un engouement certain autour du Rassemblement national, je pense. Mais le plus marquant était sans doute ailleurs. Ces bains de foule interminables. Un candidat scruté de bon gré, tel une vedette, même en plein déjeuner. C'est notre idole. Votre idole, carrément? Ouais. On dit ça d'une rockstar, normalement? C'est une rockstar. Contrairement à d'autres personnes qui pensent tout bas, lui dit ce qu'il pense ouvertement. Des selfies innombrables pour inonder les réseaux sociaux et marteler un message simple. C'est de tout faire pour que les Français qui attendent de nous aujourd'hui, qui nous perçoivent à la fois comme... qui nous ont perçus pendant très longtemps comme un abri et qui nous perçoivent aujourd'hui comme un recours, puissent voir leur quotidien changer. Résultat, dans cette zone rurale, un enthousiasme réel. Après Marine Le Pen l'an dernier, Beaucroissant a succombé à Jordan Bardella. Ça se passe donc sur le service public et comme tu le disais, Nadia, c'est pas la première fois. Et on a un autre exemple récurrent, c'était avec Patrice Romden qui animait notamment la revue de presse sur France Info et qui s'en était pris à plusieurs reprises à l'UMA, notamment au moment de l'incendie de Notre-Dame. Il avait accusé, donc en 2019, il avait accusé l'UMA de ne pas avoir fait sa une sur Notre-Dame de Paris et son incendie. Ça avait été repris par Acremed et je trouve plutôt bien démonté. On va voir la capture de cet article, de ce long article d'Acremed, donc c'était après le 16 avril 2019. Et voilà ce qu'ils disent. Patrice Romden donc consacrait sa revue de presse à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris survenu la veille, mais voilà, l'Humanité n'avait pas fait sa une sur le sujet. Je précise, travailler de manière régulière pour l'Humanité. Une raison suffisante pour le journaliste de prononcer l'excommunication du quotidien coupable de passer, ouvrez les guillemets, c'est assez fort, à côté de son métier, à côté de son époque, à côté de son histoire, à côté de son pays, à côté de son âme. Fermez les guillemets. De la grande poésie. Flop 2, une journaliste de France Info félicitée par le RN. Oui, c'est un député RN qui se retrouve sur le plateau de France Info. Il pense qu'il va devoir batailler un petit peu, qu'il va devoir avancer ses arguments avec un peu de punch, balancer des punchlines. Et puis paf, il s'est retrouvé surpris lui-même par la réaction de la journaliste en face de lui qu'il a dû féliciter en toute fin de séquence. Je vous laisse regarder. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont des papiers français mais qui n'ont pas le cœur en France, qui n'aiment pas notre République. Ils sont français, on fait mais ça avec. Ça veut dire que, oui, comme vous dites, mais... Alors, il y a beaucoup de flops aujourd'hui. Flop 3, Rachel Kahn se victimise et sort la carte de la femme qui dérange. Et oui, encore elle. Alors je précise qu'il est beaucoup plus difficile malheureusement de trouver des tops que des flops. J'ai beaucoup de flops et je vous épargne énormément de flops pour des questions de durée d'émission et puis des questions aussi parfois de pertinence. Mais enfin, il y a malheureusement beaucoup de flops et Rachel Kahn est devenue une habituée maintenant. La flopeuse. Absolument, on peut l'appeler la flopeuse. Donc elle a été attaquée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment pour cette histoire de tweet, et elle se victimise et elle sort la carte de la femme qui dérange. C'est toujours l'argument, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va sortir des horreurs, on va se faire évidemment contre-attaquer, et la contre-attaque de la contre-attaque, ça va être de dire si je suis attaqué à ce point-là, c'est parce que je dérange. Ben non, Rachel Kahn, c'est pas du tout que vous dérangez, c'est que vous dites des âneries dans le meilleur des cas et des horreurs dans le pire des cas. Je vais vous laisser voir cet extrait donc, où elle se victimise alors qu'elle passe, je rappelle, son temps à dénoncer les minorités ou les immigrés qui se victimiseraient de manière éhontée. C'est ce qu'elle fait exactement en ce moment. Je vous laisse écouter. Vous êtes la cible d'attaques régulièrement. Je cite la dernière en date, vous êtes traité de lâche et d'ordure sur les réseaux sociaux. Comment vous vivez cela ? Écoutez, j'ai pas l'impression que ce soit ma personne qui soit véritablement attaquée. Après, dans le même mouvement, je constate qu'à chaque fois que j'écris un livre, je suis attaquée. Donc peut-être qu'à un certain endroit, je vise assez juste sur ce que je décris, en tout cas sur ma pensée humaniste, universaliste, qui dérange. Aujourd'hui, on est dans une guerre contre tout ce qui peut nous réparer. On est dans une guerre évidemment contre la République, mais aussi contre cet humanisme en fait qui est l'esprit de notre République. Et à chaque fois que j'écris ma pensée, je suis attaquée. Oui. Donc en fait, je me dis c'est pas véritablement
moi qui suis attaquée, mais plutôt nos fondamentaux. Et je sais que beaucoup de nos concitoyens et ceux qui aiment la langue française aussi le ressentent comme ça. Peut-être une façon pour elle de se rappeler qu'elle est aussi issue de ces groupes minoritaires. Absolument. Mazarine Pinjot, c'est le flop 4. Mazarine Pinjot, pas qualifiée pour parler d'antisémitisme, mais alors pas du tout. Oui, alors je lui en veux pas à elle directement parce qu'on n'est pas comptable évidemment de ce qu'ont pu faire ses parents. Simplement, je trouve un petit peu étonnant de la part notamment d'Aziza d'aller chercher Mazarine Pinjot pour parler d'antisémitisme. Quand on sait l'affaire Bousquet notamment et les décorations vichistes, il y a peut-être d'autres personnes qu'on aurait pu interviewer. Et je le redis, ce n'est pas de sa faute à elle, mais c'est un peu étonnant comme travail journalistique et on se demande encore si c'est du travail réellement journalistique. Je vous laisse écouter. Et juste de dire que c'est le débat d'aujourd'hui, depuis le 7 octobre, que la France insoumise et ses élus ont une responsabilité colossale dans l'explosion de l'antisémitisme. Je ne sais pas s'ils ont une responsabilité. Je pense que malheureusement, l'antisémitisme était là. Enfin, je ne pense pas que ce soit eux qui aient produit ou créé. Après, qu'ils l'entretiennent, oui, ça, c'est une responsabilité. Oui, ils l'entretiennent pour vous. Certains, pas tous. Après, je ne vais pas faire de général. Enfin, bon, d'abord, je suis pas, pas de légitimité. C'est pas votre rôle, mais... Voilà, mais en effet, il y a des propos qui sont inaudibles. Lesquels, par exemple? Non, mais juste, effectivement, ce regain d'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. Enfin, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'inquiète beaucoup sur la facilité de ce retour-là de l'antisémitisme, comme s'il n'était jamais très loin, en fait. Flop 5, le dernier, la Queen Ruth Elkrief en plein exercice de misquinerie qui rappelle qu'elle est à minima partisane. Oui, ça renvoie à toute une série de discussions qu'on avait eues autour de ça, des fameux journalistes partisans. Et là, elle le prouve une fois de plus avec, comme tu le dis, vraiment une mesquinerie d'une bassesse rarissime. Alors, soit elle ne connaît pas Manon Aubry, tête de liste LFI pour les européennes, donc elle ne fait pas son métier, soit elle la connaît très bien. Et dans ce cas-là, c'est d'une bassesse qui n'a rien du tout de professionnel. Je vous laisse écouter ce très court extrait. Rima Hassan fait partie de la liste. On voit Manon Aubry qui a fait le déplacement. Qui Pardon Qui Manon Aubry, la tête de liste LFI. C'est vrai. On voit effectivement toute la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon. C'est désormais le temps de la rubrique Microscope. De Vecchio invite Barbier et Nolot sur leur obsession Mélenchon. Oui, les deux sortent un livre entièrement consacré à Mélenchon, évidemment à charge, et depuis plusieurs semaines maintenant. Nolot et Barbier font évidemment de manière complaisante le tour des plateaux télé et des studios pour aller évidemment dégoiser, il n'y a pas de jeu de mots, sur Mélenchon. Alors on y trouve toute une série de choses, on va voir quelques extraits, on va voir une espèce de florilège. On apprend par exemple, parce que c'est ça qui est amusant et vous allez le voir, l'outrance est complètement généralisée. On y apprend qu'il y aurait une idéologie mélenchoniste qui serait adoptée majoritairement par les professeurs, notamment les professeurs d'université. Je vous renvoie vers ce qui s'est passé à Lille très récemment. C'est pas sans rappeler le fameux islamo-gauchisme de l'ancienne ministre des universités et qui avait fait flop. On aurait pu le mettre dans l'autre chronique. Donc je vous laisse écouter cet extrait. Il est assez amusant, je trouve, tellement c'est ridicule selon moi. Alors, l'émoi des professeurs, et ça fait partie du problème, on en reparlera. Je suis pas sûr que à l'université, tous les professeurs partagent justement cet émoi. Malheureusement, beaucoup sont gagnés à l'idéologie mélenchoniste. Mais résultat, on a eu un grand meeting en plein air de Jean-Luc Mélenchon. Donc, ça lui a permis quand même cette histoire de se victimiser et de donner finalement un écho beaucoup plus grand à ses propos que s'il avait tenu tout simplement conférence. Et donc, pour continuer dans l'outrance, alors que eux-mêmes condamnent et pointe l'outrance de Jean-Luc Mélenchon, voilà ils viennent nous parler de nouveau des banlieues islamisées et de l'importation du conflit, comme si actuellement il y avait plus de pro-palestiniens, on va dire ça comme ça pour aller vite sur les plateaux, que de pro-israéliens. C'est un peu plus, c'est plutôt l'inverse. Comme si la présidente de l'Assemblée nationale n'avait jamais importé le conflit en se rendant en Israël. Absolument, comme si Meyer Habib n'avait pas l'outrance qu'on lui connaît de son côté, sans être inquiété le moins du monde. Voilà, ce qui fait écho évidemment à toutes les procédures judiciaires en cours dont vous entendez parler sur le média. Alors, voilà, c'est mêler l'importation du conflit avec les banlieues islamisées. On voit très bien où ils veulent en venir. Et pour ça, ils vont passer par des chemins de traverse assez surprenants. Je vous laisse écouter. Il y a la volonté farouche d'importer en France le conflit israélo-palestinien, de passer le message à bon entendeur salut, c'est-à-dire les banlieues islamisées, qu'en fait, ce ne sont pas des banlieues islamisées, eux c'est Gaza, la France c'est Israël, et en fait, les gens des banlieues sont traités comme en France, comme les Gazaouis par rapport aux Israéliens. Il y a ce que je trouve déjà scandaleux. Ensuite,
Excusez-moi, ça n'engage que moi, je ne veux pas que vous ayez des ennuis. Enfin, quand j'entends cet homme se comparer à un Raflé du Veldiv, comparer le préfet à Eichmann, enfin, des comparaisons tout à fait indécentes, je trouve quand même difficile de contester qu'il y a un élément maintenant psychiatrique chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y aura aucune limite, moi je l'ai dit depuis un moment, il n'y aura aucune limite à l'outrance, ni dans l'importation du conflit israélo-palestinien, ni dans les outrances des comparaisons historiques. Alors comme ça ne suffit pas, et on tire la ficelle des fameuses banlieues islamisées, on va partir sur un scénario assez extraordinaire, où on apprend que Mélenchon veut mettre le feu à la France, rien que ça, et que la Palestine serait le seul thème, je dis bien le seul thème, c'est ce qu'il va dire, vous allez entendre, le seul thème de la campagne LFI pour les européennes. C'est un petit peu gonflé, alors il faut peut-être se renseigner un peu, potasser un peu les programmes et ne pas sortir ce genre d'ânerie assez grossière. Non, je ne suis pas sur cette thèse du psychiatrique. Je valide l'analyse d'Éric, c'est-à-dire l'importation du conflit et la manipulation de ce conflit pour essayer de mettre le feu à la France. Mais c'est hélas, pas psychiatrique. C'était psychiatrique, une bonne camisole, un médecin et on n'en parlerait plus. C'est politique. Je pense que Mélenchon va jusqu'au bout, il va jusqu'à l'incandescence d'une véritable stratégie politique. Non seulement le conflit palestino-israélien est le thème central de sa campagne pour les européennes, mais ça devient le seul thème. Et on voit Rima Hassan devenir plus célèbre que Manon Aubry pour mener cette liste. Il y a la tête de liste et puis il y a la meneuse de liste. Et donc on voit bien comment Jean-Luc Mélenchon va au bout de son calcul politique et veut en effet essayer de mettre le feu à la France par l'importation de ce conflit. Pas pour les européennes, il s'en fiche complètement du score aux européennes, mais pour continuer à mettre la France dans un état de tension qui va le servir lui pour son combat suprême, c'est-à-dire son combat de 2027. Mais c'est de la politique. Et quand il va jusqu'au bout de la confusion sur les juifs, les musulmans, les nazis et lui, il participe aussi de cette stratégie. Rappelez-vous, il a dit il y a quelques jours, j'ai toujours défendu les juifs, ils m'ont abandonné. Voilà. Lama sabachthani, disait Jésus sur la croix, ils m'ont abandonné. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon veut faire ce méli-mélo idéologique parce qu'il pense que de ce magma, de cette confusion, sortira l'explosion révolutionnaire. Donc, pour résumer, la guerre civile serait aux portes de notre République. Une République qui va finir à feu et à sang à cause d'un homme. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même assez extraordinaire, qui, je vous rappelle, n'a pas de mandat électif actuellement. Et tout ça, ça passe par l'antisémitisme, la peur. Tout ça doit être bien présent dans les têtes et doit prouver toutes leurs démonstrations assez ridicules. Je vous laisse voir ces deux extraits suivants. Enfin, j'en suis pas certain, et puis c'est au-delà de l'espoir, parce que Christophe Barbier parlait d'or. En réalité, la logique ultime du mélenchonisme, c'est la guerre civile. C'est-à-dire la République contre une coalition de barbus, de nervis, de petits voyous, c'est-à-dire tous les gens qu'ils ont encouragés au fil des années, pendant les émeutes, pendant les manifestations. Voilà. En effet, ces gens-là vivent sur le fantasme de la Révolution. Alors, la Révolution française, période terreur, voilà, les caudillos sud-américains, etc. Monsieur Corbière et Madame Garrido ont dans leur salon un portrait de Lénine. Moi, je trouve ça intéressant que des gens prennent leur petit déjeuner en face de l'inventeur du goulag. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais ils sont quand même fascinés par trois figures dont la combinaison est assez inquiétante dans un pays comme la France, c'est-à-dire le délinquant, le révolutionnaire et le molin intégriste. Ce sont leurs trois héros. J'en fais même une psychanalyse un peu sauvage. Donc, oui, je suis très inquiet parce que le dénominateur commun, en tout cas l'outil principal de conquête du pouvoir, devient l'antisémitisme. Donc, je vous parle de la France de 2024. Moi, vous m'auriez dit ça il y a encore quelques années, je ne l'aurais pas cru. L'antisémitisme est devenu quelque chose d'absolument... D'ailleurs, dont il pratique absolument toutes les nuances, M. Mélenchon, c'est devenu la clé de voûte de tout. Moi, j'habite dans un quartier où il y a une forte communauté juive. Je ne peux pas passer une journée sans rencontrer un de nos compatriotes juifs qui dit qu'il a peur, qui sont terrorisés. Et pour finir sur cette séquence de Vecchio, donc sur Sud Radio, on va apprendre que la plupart des gens qui se trouvent autour de Mélenchon sont des animaux dominés, et Barbier va aller jusqu'à apporter un soutien à Maillère-Rossignol, qui briguait la direction du Parti Socialiste, qu'il juge plus apte à diriger la gauche. On se demande à quel titre Barbier vient donner des conseils aux partis de gauche et aux partis progressistes. Je vous laisse l'écouter. C'est une gauche qui a perdu sa boussole, qui a perdu son courage, qui n'a plus de leader non plus. L'hypocrisie, la lâcheté, ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas de chef que l'on peut suivre. Ce sont des animaux dominés dans un troupeau où le mâle dominant, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et ça va continuer. Allez,
Je veux être un peu optimiste et puis aider Éric Nolot à retrouver sa gauche. Peut-être que dans le prochain congrès du PS, comme on l'a vu la dernière fois, autour de Nicolas Maillard-Rossignol, de quelques élus locaux, pourra se constituer quelque chose qui serait le bloc du non. Non à la NUPES. Plutôt perdre des sièges de députés que de perdre son âme. Je vais vous poser une question un peu provocatrice, mais est-ce que la gauche républicaine aujourd'hui, c'est pas Marine Le Pen, vous dites, elle est très très éloignée de moi, mais enfin celle qui défend la laïcité, par exemple, depuis de longues années en France, c'est tout de même elle. J'ai reçu au Figaro Manuel Valls qui a débattu avec Jordan Bardella. Jordan Bardella lui a dit, vous devriez voter pour nous. Est-ce que... Certes, il y a sans doute une part d'opportunisme chez Marine Le Pen, mais il y a aussi une certaine constance sur ces questions-là. Non, c'est pas elle qui est aujourd'hui la plus proche des électeurs de gauche. D'ailleurs, sociologiquement, les classes populaires votent pour elle. Oui, mais pourquoi ? Parce que la gauche a laissé à la droite et à l'extrême droite des mots qui appartiennent à tous. Le patriotisme, la laïcité, la République, c'est pas l'apanage d'un camp ou dans l'autre, mais nous avons laissé tous ces mots. Et maintenant, en effet, vous avez raison. Moi, j'étais invité sur une radio communautaire que connaît bien Christophe Barbier, et l'animatrice me dit, radio juive, me dit, est-ce que vous pensez que le Rassemblement national représente un danger aujourd'hui pour les Juifs ? Écoutez, la réponse honnête, c'est non. Est-ce que vous pensez que LFI représente un danger pour les Juifs ? La réponse honnête est oui. Alors, il y en a beaucoup, des personnes obsédées par Mélenchon. Il y a Nolot, on vient de le dire, et Pascal Praud, bien sûr. Oui, alors Pascal Praud, il monte d'un cran un supplémentaire, puisque là, il va nous parler carrément de nazisme et de comparaison avec le régime nazi, en l'occurrence avec Eichmann. On va l'écouter là-dessus. Il a mélangé deux termes, c'est-à-dire analogie et comparaison de manière volontaire, pour enfoncer Mélenchon. Et surtout, ce que je vous demande d'écouter, c'est le ton avec lequel il va sortir ses arguments. Il manque derrière une petite musique de type beethovienne, c'est assez extraordinaire. L'escalade permanente. L'escalade permanente. Et je voulais commencer cette émission comme cela, parce que ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier sort de tout ce que nous entendons depuis 40 ans, 50 ans, peut-être depuis plus longtemps que ça, peut-être depuis un siècle en matière politique. Hier, M. Mélenchon a comparé le président de l'université de Lille à Adolf Eichmann. Parce que je rappelle que le président de l'université de Lille a interdit la conférence que devait tenir la France insoumise. Qui est Adolf Eichmann ? C'est le responsable de la solution finale, qui d'ailleurs été exécutée. Planifié à la conférence de Wannsee. Exactement, qui a été exécutée en 62, repris par un procès en exactement. Adolf Eichmann. Comparer le président de l'université, faire un rapport entre Eichmann qui disait je n'y suis pour rien et ce président qui a refusé une conférence de la France insoumise, c'est l'escalade permanente. Non, mais c'est même pas le président, c'est le préfet. Mais ce qui m'inquiète plus, non, c'est le président dans un premier temps. Oui. Mais ce qui m'inquiète plus, en fait, parce que ma première réaction, c'est de me dire tant mieux, les outrances de Mélenchon vont finir vraiment par le montrer comme une sorte de. Bon, je ne veux pas employer de mots qui dépasserait ma pensée. Mais ce qui m'inquiète, c'est est-ce que les gens autour croient à ce baratin ? Est-ce que j'ai regardé les visages. Est-ce qu'il y a des militants ? Est-ce qu'il y a des gens dans nos banlieues ? Est-ce qu'il y a qui pensent que tout ça est vrai, si vous voulez, que ces pauvres gens sont victimes de je ne sais trop quoi ? Je crois que oui. Hélas, oui. Je crois que oui. Je crois que ça secte, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ceux qui l'entourent, là. J'ai regardé, moi aussi, les visages de celles et ceux qui l'entourent. Ils sont terrorisés. C'est ce que vous pensez ? Certains sont admiratifs. Ils sont terrorisés. Non, il y en a certains qui hochent la tête en approuvant. Ils sont terrorisés. Après les petits coups de gueule, on peut dire que c'est les petits coups de gueule de Mourad, le coup de cœur, quel est-il ? Alors, il est de très bon ton de frapper dessus, de s'en moquer, de rire, et je ne sais quoi encore, beaucoup d'humoristes s'en servent dans leurs sketchs. Ça va à une série télévisée extrêmement populaire qui s'appelle Plus belle la vie. Alors, Plus belle la vie qui a migré de France 3 à TF1 récemment, mais avec les mêmes équipes, qui a connu des affres, puisqu'il y a eu des décès parmi les acteurs. Alors, il y a beaucoup de drames qui relèvent de la science-fiction, qui ne sont pas très probables. Voilà, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Non, par contre, depuis plusieurs années maintenant, Plus belle la vie, en fait, rentre dans les foyers, et les foyers souvent populaires et auprès des jeunes, et ils vont aller distiller, et parfois avant l'actualité, c'est-à-dire qu'ils vont anticiper l'actualité française ou mondiale sur les thématiques sociétales, et notamment, ils ont fait la
promotion du mariage pour tous, des droits des femmes, des droits des homosexuels en général, de l'inclusion des personnes handicapées. Ils ont lutté contre les discriminations, contre le racisme. Ils parlent toujours d'ailleurs des questions de religion, d'acceptation de la religion de l'autre, d'œcuménisme. Et ils avaient bien avant les plans que l'on connaît, ils avaient notamment parlé de harcèlement scolaire pour évidemment le dénoncer. Et au travers de ça, ils avaient dénoncé la grossophobie. Et je le redis, je tire vraiment un coup de chapeau parce qu'on peut railler, on peut ne pas aimer, il n'y a aucun souci pour ça, mais ils font, je vous dis, un travail que ne font pas certains partis politiques, même les pouvoirs publics sur ces questions-là. Et c'est, je pense, beaucoup plus efficace quand c'est fait de cette manière en forme de fiction. Et on conclut ce numéro avec les remerciements. Oui, c'est devenu une tradition et j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc cette semaine, ils vont à Moea, M-O-E-A, aux deux Lisa du média, car le média s'est doté de deux Lisa, donc je voudrais les saluer, surtout l'une d'entre elles. Non, je plaisante, je les adore toutes les deux. Fatima Zen Bendaman, Leia, L-E-I-T-R-E-M-A, Dominique Ferlet, Tinounou, Pat musicienne, saxo-lionne de la Teranga. Vous noterez l'originalité et l'imagination de nos internautes. Atef BKH, Lucel 37, Mustapha Must, Sabrina Oaz avec un W, Touraine Réfractaire, My Cup of Music, Sef 008, Patrick de Rony-sous-Bois, Madalena de Reims et Daniel Schneiderman, ils comprendront pourquoi, Patrick Graille et Alain Taubert qui est un socio depuis le tout premier jour. Et merci à toi, Mourad. Merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur le média, le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Mourad, tu n'es pas là la semaine prochaine. Et non, je prends une semaine de vacances en famille, donc c'est avec regret que je vous quitterai pour mardi prochain, mais que je vous retrouverai avec grand plaisir dans 2 semaines. Voilà, pas d'inquiétude, il sera là dans 2 semaines. Le média, votre média, on vous le rappelle, ne vit que des abonnements, de soutien, des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.